la commune de Châteauneuf-les-Martigues, on ne trouve pas de rivière, seulement quelques ruisseaux. Mais la nature lui a fait don de l'étang de Bolmont et du rivage de l'étang de Berre. Ces derniers ont eu une importance dans la vie des Châteauneuvais. On se trouve ici, au port du Pin. Son nom vient de ce grand pin qu'il y avait juste là, quelques mètres sur le haut du talus, qui a été gelé en février de l'hiver 1956. Il a disparu, mais le nom est resté. Mais ce port du Grand Pin a quand même une importance car il se trouve sur l'ancien rivage du Bolmont initial. Quand je dis Bolmont initial, c'est-à-dire avant qu'il y ait le canal qui le traverse avec les digues. Voilà, cet étang de Bolmont a été, durant des siècles, le ventre nourricier des Châteauneuvais et des Marignanais. Cet étang, à l'origine, avait une superficie de 800 hectares. Il en a perdu 222 par le dragage du canal et le remplissage de toute la partie sud de l'étang, du canal jusqu'à l'ancien rivage, du port du Grand Pin jusqu'à Marignane. 222 hectares ont été comblés. Aujourd'hui, ce canal est endigué, et une digue de chaque côté le canalise. Je dois dire que les travaux de la réalisation de ce canal de Marseille au Rhône et le percement du tunnel du Rove, le tunnel du Rove a commencé à être percé du côté du port de la Lave vers l'Estaque, dans la partie sud, le 7 mars 1911. Les travaux dureront 16 ans. L'inauguration se fera en 1927, l'inauguration du canal sur tout son parcours. Donc, l'utilisation de ce tunnel a fait passer des péniches, des chalands, et jusqu'à ce qu'il s'effondre en 1963. Le tunnel du Rove a été, lors de sa réalisation, de son percement, un des plus grands tunnel au monde, c'est-à-dire pas le plus long, mais au niveau du volume de roches et de sédiments sortis. C'est-à-dire ce tunnel fait 7 km 118 mètres de long. Il a une largeur hors tout de 22 mètres, une hauteur de 14 mètres 50 et 2 quais de 2 mètres de chaque côté. Ça a été un travail pharaonique, Certes, les ouvriers, au départ, il y avait des Châteauneuvais, il y avait des Marignanais qui travaillaient, et ça a été vraiment une embellie parce que ça faisait de l'argent qui rentrait dans les foyers. Mais les choses vont se gâter parce que apparition de la guerre de 14, mobilisation, donc il va manquer des bras, et ce sont beaucoup des Italiens, des Espagnols qui viendront travailler au tunnel, et sur la fin, sur le tard, même des Portugais. Voilà, donc ce tunnel était qualifié de travail, réalisation pharaonique, parce que toute la tranchée de Marignane, quand on va à Marignane, on passe sur le pont en fer, il y a cette tranchée où il y a le canal en bas. Tout ça a été enlevé, ces sédiments, et il a fallu les placer quelque part. Donc, comme je vous ai dit, déwagonner, transporter ces sédiments, ces roches, ces terrains, ces terres, et c'était vidé dans le Bolmont. Et, au fur et à mesure, on est arrivé, le remplissage, jusqu'ici au port du Pin. Il a été laissé dans ce remplissage qu'on appelle maintenant la promenade de Barlatier, mais beaucoup de gens ne savent pas qu'en réalité, à cet endroit-là, il y avait l'eau, c'était l'étang. Il y a été laissé 3 darses. Alors, le projet de ces darses, on ne sait peut-être pas très bien pourquoi, peut-être en vue de faire des quais pour charger ou décharger
des mahones ou des barges. Voilà. Et aujourd'hui, ça fait 50 et quelques années qu'il est bouché et on ne l'utilise plus. Dans la partie nord, le Bolmont est séparé de la mer de Berre, l'étang de Berre, est séparé par le Lido du Jail, cette bande de sable qui, sur près de 6 km, part actuellement du pont du Jail, avant il partait du quartier de la Palunette, jusqu'à Marignane, proche de l'étang de Veynes. Il a été percé, creusé, 3 canaux dans le Lido du Jail en 1435 pour empoisonner l'étang et y donner peut-être un peu plus d'eau salée. Et donc ces canaux qu'on appelle bordigue, mais la bordigue, c'est le dispositif qui est mis dans le canal pour pêcher le poisson. Et côté sud, à l'origine, le Bolmont, comme je l'ai dit, ici au port du Pin, on voit ce talus-là derrière nous, c'est l'ancien rivage du Bolmont, et le port initial, le port de pêche initial de Châteauneuf n'était pas ici, n'était pas au port du Pin. Le port initial était au bas du boulevard ou de la rue ou du chemin de Pataflou. Ce port s'appelait le port de la Signore. Ne pas confondre avec le lieu-dit La Signore à Marignane. Le nom du port de Châteauneuf était La Signore au bas du chemin de Pataflou, à l'emplacement exact de la déchetterie de Châteauneuf aujourd'hui. Le rivage du Bolmont était quelques mètres à l'intérieur du portail actuel pour accéder à la déchetterie. Et ce rivage continuait jusqu'à Marignane. Nous nous trouvons sur la promenade dite de Barlatier, à l'emplacement exact où il y avait le chemin du Jaillissé. Le chemin du Jaillissé, ce chemin qui rejoignait Marignane en partant du port de la Signore jusqu'à Marignane et qui suivait le rivage de l'étang de Bolmont. Je vous ai dit que toute cette zone a été remblayée sur 222 hectares. La première darse, il y a 3 darses qui ont été conservées jusqu'à Marignane. Remarquez la hauteur de remplissage par rapport au niveau de l'eau. Tout ce remplissage a été fait par les décharges des wagonnets qui amenaient les sédiments de la tranchée de Marignane et une partie du tunnel. Donc le chemin du Jaillissé où je me trouve, 2 mètres au moins, beaucoup plus bas, quasiment au même niveau que l'eau que l'on peut voir actuellement. Cette promenade que maintenant on nomme Barlatier, les Châteauneufais dans le temps ne disaient pas Barlatier. Barlatier, c'était le nom du propriétaire, il y a plus d'un siècle, des marais de Barlatier. Cette zone était appelée les décharges. Les décharges parce qu'il y avait eu tous ces wagonnets qui vidaient la terre et qui faisaient le remplissage de l'étang jusqu'au niveau du canal que l'on peut voir là-bas, la digue du canal, jusqu'au port de pêche du Grand Pin. Et sur ce rivage, les Châteauneufais avaient un droit ancestral de ramasser le lapon. Le lapon était une variété d'algues à lanière, sorte varech, qui était ramassée pour servir d'appaillage pour les porcs, et puis ça devenait un fumier pour fumer les champs. Il y avait quelquefois le problème l'été d'augmentation de salinité de l'étang, vu que plus de ruisseaux ni de sources ne donnaient, dont le taux de salinité montait, et ce lapon était trop salé. Donc il fallait le dessaler,
et souvent ils le mettaient à tremper dans de l'eau douce et ils utilisaient la fontaine de Sargat qui remplissait les marais de Sargat et on pouvait dessaler aisément. Ce lapon pouvait être ramassé sur le rivage, mais il était interdit de se mettre à l'eau pour l'arracher. Le port de la Signore a été un port de transit, car les Châteauneuvais étaient souvent des cultivateurs pêcheurs. Ils menaient des terres, ils travaillaient la vigne et ils pêchaient aussi dans le Bolmont, souvent en posant des nasses, des sortes de jambins qui étaient faits avec la canne de Châteauneuf. La canne que l'on peut voir partout sur notre commune. Et c'était un travail que faisaient les vanniers. À la fin du 19e siècle, il y avait quand même 3 vanniers à Châteauneuf. Et ce port de la Signore servait de transit, c'est-à-dire que les Châteauneuvais prenaient les barques, traversaient l'étang, posaient quelques nasses s'il fallait, et ils allaient au Jail où la plage du Jail, Châteauneuf, était divisée en lots. Et ces lots étaient loués à bail par la commune aux Châteauneuvais. Et donc c'était beaucoup plus court de traverser en bateau pour aller travailler ces terrains sur le Jail que de faire le parcours, descendre de Châteauneuf, la nationale, maintenant la départementale 568, chemin de la Palunette et aller sur le Jail. Seulement, ce parcours était pratiqué quand il fallait une bête de trait, qui avait des labours à faire. Alors, qu'est-ce qu'on cultivait sur le Jail? Eh bien, on cultivait de l'asperge et de la vigne, et notamment un raisin de Jacquet. Et alors, au début du XXe siècle, certes, il va y avoir la guerre de 14, mais il y a un gros problème qui va énormément pénaliser le train de vie des Châteauneuvais. C'est l'apparition du phylloxéra. Le phylloxéra, c'est un insecte qui va dévorer les racines des vignes et le vignoble châteauneuvais va disparaître. Mais par contre, le plant de Jacquet sur le Jail résiste beaucoup mieux au phylloxéra. Ce raisin de Jacquet, sera interdit à la culture plus tard. Maintenant, on revient sur cette décision parce qu'on disait que l'alcoolémie obtenue par le raisin de Jacquet a mené à la folie. Donc, ce raisin ces vignes ont été interdites à la culture en France. Mais maintenant, ce n'est plus vrai. Alors, je vais revenir sur le port de la Signore. Il est vrai qu'à Marignane, il y a maintenant un quartier de la Signore, mais il y avait une partie du rivage de l'étang de Bolmont qui était nommée la Signore. Voilà. Qui était souvent prononcée, alors Signore, Signole, Seignole, Sagnole, où on trouve la racine sagna, de la famille des roseaux, des plantes marines. Et en cherchant l'explication de ce mot, j'ai trouvé que ça correspondait à des noms de famille, mais à zones marécageuses et petits étangs. Donc, c'est un nom qui convient parfaitement bien pour ce port de pêche de Châteauneuf. Seulement, voilà, en 1922, le comblement de la partie sud de l'étang de Bolmont avance. Le comblement de la partie sud avance et on arrive au port de la Signore. Et là, les pêcheurs, il faut qu'ils déménagent.
faut qu'ils partent parce que toute la zone actuellement de la déchetterie a été comblée et puis après, nous les Châteauneuvais, on a ajouté le reste par-dessus. Hein. Voilà, donc il leur a fallu partir. Et donc, où aller? Alors ils ont fait un essai, c'est vraiment un essai, de s'installer vers la Palunette au quartier de Flouillan, c'est-à-dire là, à droite, là, hein, dans la anse bien abritée des vents d'ouest. Mais ils n'y restèrent pas longtemps, les pêcheurs de Châteauneuf. D'abord, l'accès était assez difficile. Certes, il y avait un chemin qui longeait le rivage pour aller jusqu'à Flouillan, mais ils n'y sont pas restés pour la raison que cet endroit est très, très vaseux. Très vaseux, c'est-à-dire à partir du moment où on mettait les gros viviers pour stocker les anguilles vivantes, ils s'enfonçaient, il fallait énormément forcer pour les arracher de la vase, et les pêcheurs avec les bottes qu'on appelle souvent en provençal les estivaux, mais les estivaux, c'est un fangavo, ils s'enfonçaient dans la vase, c'était mal pratique. Donc ils ne sont pas restés là-bas à Flouillan et ils sont venus ici au port du Grand Pin, hein, au lieu dit le Grand Pin. Et alors, lorsqu'on venait là, un visiteur, je me souviens, gosse, au port du Grand Pin, voir les pêcheurs, eh bien, il y avait des odeurs. Il y avait des odeurs très marquantes. Bon, déjà, l'odeur du poisson qui quelquefois était jeté sur le rivage parce qu'il avait été abîmé dans le filet et que les rats consommaient ou les chats se partageaient. Mais il y avait les odeurs du quitran, loup quitran. Alors le quitran, eh bien c'est le goudron, parce que dans ces temps reculés, eh bien il n'y avait pas les peintures marines. Et les bateaux étaient goudronnés. Donc dans des bidons, on posait des blocs de goudron durs comme des pierres. Et on mettait le feu sous ces bidons, faisait un foyer, et là, ce goudron fondait, et à chaud, on le passait sur les bateaux que l'on avait tirés au sec et détournés et raclés pour les débarrasser des balanes, sorte de dents de chien qui poussent ces coquillages coniques qui se fixent, les balanes, voilà, et on passait à chaud, et en même temps ça désinfectait un peu, ça faisait disparaître tout organisme vivant qui pouvait abîmer le bois du bateau. Donc, les bateaux eran inquitrana, les bateaux étaient goudronnés, et il y avait les jours où c'est pas ça, vous le quitterez un célibataire, où on passait le goudron sur les bateaux, eh bien, il y avait ces odeurs. Et puis alors, il y avait une autre odeur, c'était les tignadous. Les tignadous. Faire à la teinture des filets, parce que dans les temps, aujourd'hui, on voit des filets de pêche, tout est en fil nylon, et ils durent des années et des années si on les entretient correctement. Mais dans le temps, c'était des filets à fibres végétales, coton. Et ces filets ne duraient pas longtemps, ils duraient 3 ans. Mais pour les faire durer et pour qu'ils pêchent mieux, que les poissons le voient moins bien le filet, il fallait les teindre. Et donc, dans des grands bidons, on mettait un volume d'eau et on vidait, je me souviens, c'était des sacs en toile de jute là, qui étaient pleins de rusques d'épines, de l'écorce de pin râpé, hein, du pin sylvestre, du pin maritime, et ces écorces râpées étaient mises dans ce bouillon là, et on portait ça à ébullition. Et ensuite, on plongeait les filets en coton dans cette infusion, en quelque sorte, et au bout d'un moment, ils étaient ressortis et ils étaient mis sur les estendadous.
les estendados, c'était des étendoirs, c'est-à-dire, comme en étend le linge, les filets étaient étendus pour que cette teinture sèche. Hein, et après, une fois qu'ils étaient secs, ils retournaient à l'eau faire leur boulot, hein, à la pêche. On ne remet jamais à l'eau un filet humide. Il faut qu'il ait séché pour que tout micro-organisme ait disparu. La commune de Châteauneuf et les Châteauneuvais ont un droit de pêche ancestral sur l'étang de Bolmont. Car en 1763, après de grandes difficultés, les Châteauneuvais ont pu obtenir de Marianne de Sêtre, épouse Thésand, seigneuresse de Châteauneuf, qui a laissé un testament et a laissé le droit de pêche sur l'étang de Bolmont. Je n'ai pas dit le droit de chasse, c'est une tolérance. Le droit de pêche et l'autorisation du ramassage de ce varech, le lapon. Hein, voilà. Et depuis 1763, les Châteauneuvais ont ce droit de pêche. Ce droit de pêche a été souvent mis au tribunal, il y a eu moult procès, mais enfin, la ville de Châteauneuf a toujours été confortée dans son droit. Et aujourd'hui, malgré qu'il y ait une interdiction de pêche, les Châteauneuvais doivent faire une demande à la mairie pour pouvoir pêcher dans l'étang. Et il faut résider à Châteauneuf depuis 5 ans au moins et payer ses impôts et y voter. Voilà. Et à ce moment-là, il se fait ce qu'on appelle le tirage au sort. Aujourd'hui, le tirage au sort se fait pour les journées du patrimoine. Hein, c'est quelque chose d'un peu folklorique, hein, où toutes ces personnes qui sont fait inscrire à la pêche vont en mairie, dans la salle des mariages, et là, on tire au sort les emplacements de pêche pour y caler les filets, les trabacs. Voilà. Et ces emplacements sont numérotés à partir de la passe d'entrée dans le Bolmont jusqu'à la passe de Marignane. Et là, s'il y a, mettons, 11 pêcheurs qui se sont fait inscrire, eh bien, on va compter 11 numéros qui seront tirés au sort, puis après il y a un deuxième tirage avec 11 numéros, et ainsi de suite jusqu'à la limite de l'étang avec la commune de Marignane, à la passe de Marignane. Alors il est vrai que dans les temps anciens, eh bien, quand je dis temps ancien, fin du 19e siècle, les Châteauneuvais pêchaient à partir du port de la Signore et bon, posaient, comme je l'ai dit, des jambins, des nasses. Quelques-uns avaient des filets, mais un filet c'était onéreux. Et puis quand un filet était abîmé, avait une déchirure, il fallait savoir le réparer parce que c'est un métier de savoir remender, le verbe remenda, de réparer, de recoudre maille par maille, refaire maille par maille un filet. C'est vraiment le travail du professionnel de la pêche. Mais il se pratiquait une pêche qui était le bourgein, une forme de tirasse. Et alors là, des Châteauneuvais se groupaient, ils se groupaient et ils embarquaient un filet très très long, qui pouvait faire plus de 100 mètres de long, et ils décrivaient un demi-cercle dans l'étang pour revenir sur le chemin du Jaïssé, le chemin qui de Pataflou allait à Marignane. Et là, une fois que l'encerclement était fait, de chaque côté, on tirait le filet jusqu'en terre et restait le poisson qui avait été encerclé. Alors, mais des fois, il n'y avait pas grand-chose. Des fois, il n'y avait rien. Et puis, des fois, comme on dit, il faisait pire. C'est-à-dire qu'il tombait bien et il y avait un peu du poisson. Et le poisson qui était récupéré, eh bien, était en fonction de la grosseur
des mailles du filet. Voilà. Et puis après, c'était un partage. Mais dans les temps seigneuriaux, tout poids de poisson pêché, un pourcentage de ce poids retournait au seigneur. Hein. Les 7 communs ont bien mangé du poisson que les Châteauneuvais pêchaient. Lorsque les pêcheurs se déplaceront pour venir au port du Pin, eh bien, il y a aussi une évolution. Il y a une évolution, des filets apparaissent comme le trabac. Le trabac qui au départ était un filet avec une seule queue de prise de poisson et qui va évoluer avec 3 queues. Comment se présente ce filet? Ce filet, on le cale contre la digue et on déroule perpendiculairement à la digue une paroi qu'on appelle l'appareil. Hein, et cette paroi peut faire 40 mètres de long environ et arrive dans un grand triangle qu'on appelle le tour. Et de chaque côté de cette paroi, contre la paroi, il y a une porte de 70 cm à peu près de chaque côté. Donc le poisson qui se déplace sur des gros coups de mistral, comme l'anguille, eh bien, vient frapper contre cette paroi. Elle va aller du côté de la digue, elle ne passe pas, elle revient et elle trouve la porte d'entrée. Et elle rentre dans ce triangle. Dans ce triangle, à chaque sommet du triangle, il y a ce qu'on appelle une baume, c'est-à-dire comme une grotte enfilée, un gros cône qui rejoint un cerceau, et à partir de là, il y a des méjeans qui à l'intérieur ont des pentaines où on règle le diamètre du volume. J'explique. D'un cerceau à un autre, il y a une longueur de filet et c'est un méjean. Après, à l'intérieur, il y a un autre filet conique où le poisson rentre dedans et puis il passe dans un autre méjean avec une autre pentaine et il vient passer dans ces volumes qui sont de plus en plus réduits pour arriver dans une longue queue où il reste prisonnier. Voilà le principe. Qu'est-ce que c'est qui fait que ces filets pêchent? Premièrement, il faut qu'ils soient propres, que les mailles n'aient pas de l'algue dessus, et avec le vent, ce filet se compresse et se dilate et provoque un tirant d'eau, un courant d'eau. Il y a de la vie dedans, de l'eau est en mouvement et le poisson remonte et va s'emprisonner dans ses queues et reste là jusqu'à ce que le pêcheur vienne le visiter. Les partegs, eh ce sont des pieux, ce sont de jeunes pins en pépinière serrée qui ont été coupés, hein, où le filet est amarré, on le plante, on déroule la paroi et après on envoie la queue de filet et le sommet du triangle de droite, de gauche, on continue à reculer, tout le tour triangulaire tombe à l'eau, on tend le filet et on plante le parthégon dans la vase et après on va prendre la queue de filet de droite, de gauche, on la tend aussi, on plante, le filet est calé. Et lorsqu'ils se visitent, seuls les parthégons qui tiennent les queues de filet sont arrachés, le reste du filet ne bouge pas jusqu'au jour où on le sort pour aller le nettoyer. C'était une pêche un peu compliquée quand même. Eh bien, c'était un métier. Dans les métiers, tout n'est pas facile, mais ces gens-là le faisaient avec une facilité, une dextérité, voilà. Et puis, la pêche, c'est un peu comme le braconnage. On va tendre un filet dans l'espoir, on arrive, on n'a rien pris, ça n'a pas marché, et on arrive, et la queue commence d'être un peu au bout d'infle, c'est-à-dire la queue de filet, elle est remplie, ça a marché, on a pris du poisson, voilà. Mais je dois dire que la pêche allait avec le temps. Eh bien, il est vrai que depuis l'an 2000, le Bolbon a été placé en interdiction de pêcher. Et puis, lorsque nous pensions qu'on pourrait peut-être nous rendre notre droit de pêche, il est tombé une autre interdiction, la pêche dans le canal de Marseille-au-Rhône,
de l'entrée nord du tunnel au pont-Levant de Martigues, la pêche est interdite dans le canal, c'est-à-dire là devant la digue. Et cette interdiction de pêche, je crois qu'elle va durer longtemps, longtemps, parce que la remise en courontologie du tunnel traîne. Maintenant, ça fait plus de 50 ans qu'il est effondré. On n'est pas arrivé à enlever un bouchon de 100 mètres. Donc, il y a eu un problème sanitaire dans le Bolmont où s'étaient développées des cyanobactéries. Donc, celui qui gérait le cibojaille a fait placer une interdiction de pêche. La cyanobactérie fait partie de la famille des spirulines, cette algue que l'on cultive et qui est un dopant pour les sportifs et pour les gens qui ne sont pas trop en bonne santé, ça vous remet en condition. Voilà la spiruline. Et seulement dans ces cyanobactéries, il peut y en avoir qui sont toxiques. Donc, on s'est pris une interdiction de pêcher. Ensuite, quand les cyanobactéries ont disparu, on a eu les dinoflagellés. Ah, en voilà de drôles de bestioles. Les dinoflagellés. Les dinoflagellés, à un moment, les eaux du Bolmont étaient rouges. Ces dinoflagellés, c'est absolument pas toxique, mais c'est ce qui a coloré la mer Rouge. Maintenant, alors, il y a le PCB. Il y a le PCB. Alors, on trouve du PCB dans le Bolmont et d'autres matières, mais je pense, moi, qu'il n'y en a peut-être pas, enfin, c'est un avis personnel, que dans l'étang de Bolmont. Et peut-être qu'il y en a aussi dans l'étang de Veynes et dans l'étang de Berre. Mais peut-être on n'a pas les loupes de la même grosseur. Pour continuer sur la pêche dans le Bolmont, dans l'étang beaucoup plus proche de nous, c'est-à-dire on va considérer après la guerre de 40, eh bien, on a pratiqué la pêche du muge avec un filet maillant, c'est-à-dire ce qu'on appelle un entremaille ou pièce blanche. Alors, c'est un filet qui fait une hauteur en fonction de là où on va le placer dans l'étang, car l'étang ne fait que 1,20 m à peu près de profondeur, jusqu'à une profondeur maximum d'un peu plus de 2 mètres en fonction de la hauteur des eaux, des mouvements de marée. Ça peut arriver à 2,60 m au terme, au milieu de l'étang à Marignane. Donc ces filets entremailles étaient posés et d'une façon particulière, chaque extrémité était enroulée en colimaçon. Le filet était fait de 2 hauteurs de mailles de grande dimension, où un poisson pouvait passer aisément entre. Et puis, entre ces 2 hauteurs, au milieu, il y avait à peu près 1,5 fois la hauteur avec de la maille beaucoup plus petite. Et donc, le poisson suivait quelquefois, puis il arrivait dans le colimaçon, suivait le filet, arrivait dans le colimaçon, et là, un peu paniqué, il essayait de passer à travers les grandes mailles, et il poussait ce filet fin du museau dans l'autre carré de maille en face, et il restait pris un peu comme s'il avait passé il s'était enfilé dans une chaussette. Voilà, c'était la façon de capturer le poisson avec ce filet. Oui, je voudrais revenir sur la construction de la digue. La construction de la digue que l'on peut voir derrière moi. La digue qui renferme l'étang de Bolmont. Et en 1925, cette digue, elle avance, les Châteaunevet traversent, vont encore dans l'étang. Mais quand la digue elle arrive au pont du Jaille, il n'y a plus d'accès à l'étang. Donc, le maire de Châteauneuf, M. Germain Clérin, s'est battu comme un beau diable pour pouvoir avoir un accès dans le Bolmont pour les pêcheurs. Car M. Chagnot et le premier ingénieur Rougy
un numéro celui-là, eh bien, ne voulait rien entendre, n'avait pas l'intention de faire un pont pour que les pêcheurs châteauneuvais accèdent dans le Bolmont. Qui c'était Chagnon? Chagnon, c'était le chef de travaux, celui qui faisait la réalisation du percement du tunnel, du dragage du canal de Marseille au Rhône. Voilà, hein, c'était le responsable, c'était le grand patron. Hein. Et l'ingénieur en chef, c'était M. Rougy, qui ne voulait rien savoir. Et les Châteauneuvais ne pouvaient plus rentrer dans les temps. Finalement, ça a été en 1925 une subvention qui a été votée par le Conseil général qui a permis, avec 12 000 francs, de construire ce pont que l'on voit en face, là, avec la grille, qui permet d'accéder dans le Bolmont. Mais ça a été quand même une lutte difficile. Hein. Ces gens-là se moquaient complètement des pêcheurs châteauneuvais. Voilà, maintenant pour accéder dans le Bolmont, on y accède par la passe. Que maintenant on a tendance à lire dans certains rapports sur le Bolmont, la fenêtre. Hein. Mais enfin, pour nous, ça restera toujours la passe. Je voudrais vous parler maintenant d'une pêche qui s'est pratiquée à la passe, que les Châteauneuvais venaient passer à la belle saison, juillet-août, au moment où les femelles de muge poutarguée et du muge testu ont la poutargue, venaient là à ce pont pour essayer de prendre ces muges poutarguées, mais souvent c'était des pointus ou des gautorousses qu'ils avaient. Mais des fois ça arrivait qu'il y avait des poutarguiers. Et là, il y avait un filet particulier, et je te l'expliquerai, Pierrot, quand on sera sur le pont de la Passe. Mais la Passe a été une pêcherie qui a souvent fois bien aidé les familles de Châteauneuf. Hein. C'est excellent. Un muge grillé, je vais dire un muge d'avant 1963, d'avant que le tunnel s'effondre, parce que là maintenant la qualité de l'eau c'est un peu gâté, mais dans le temps, un muge grillé sur une braise de sarment de vigne, avec une aïole et des capres dedans, eh bien je vais vous dire, ils peuvent venir les loups. Le muge est excellent. Je voudrais vous parler maintenant d'une pêche qui est la pêche au fastier, et que les Châteauneuvais disaient « ce soir on va au festier », mais c'est le même mot. Ça se passait souvent fois en hiver, quand il faisait très froid. Et dans le mois de février, si pendant plusieurs jours, les eaux du Bolmont étaient calmes et que la nuit tombait de la gelée blanche, vers les 9 h du soir, à nuit, les pêcheurs sortaient avec à l'arrière du bateau une lampe à carbure avec des becs et un réflecteur pour éclairer le fond de l'étang. À l'origine, cette technique de pêche, on l'appelait fastier parce que ça venait du fagot, c'est-à-dire devant le bateau, c'est-à-dire sur la partie arrière du bateau, parce que quand on pratique cette pêche, le bateau avance à l'envers. C'est l'arrière qui avance, parce qu'il y a un emplacement pour mettre la personne qui est à la fichoire, hein, à la fouine, pour clouer le poisson. Il y a un emplacement pour pouvoir se placer dedans. On peut le voir à cette bête, là, car la bête, c'est le nom des barquets qui naviguaient sur le Bolmont. Et donc, sur une grille, il y avait un fagot de bois résineux qui brûlait, ça faisait une clarté, c'était la façon qu'employaient les martégots. Mais nous dirons que nous, ici à Châteauneuf, ça s'est bien pratiqué avec des lampes à carbure. Hein. Et donc, la nuit, ils sortaient sur l'étang, et là, les rames caressaient l'eau. Le bateau avançait lentement, le plan d'eau était parfaitement calme,
et on voyait le fond comme si on regardait là. C'était superbe et de temps en temps, eh bien, il tombait sur un banc de muge et là, c'était cloué, sorti contre le banc, on tirait, rac, et on entendait le muge, patapim, patapum, qui sautait dans la caisse, dans le bateau. C'était ça. Et il se clouait aussi à la fouine des anguilles. C'est pour cela que les fouines il y avait plusieurs fouines ou fichouires avec les dents d'écartement différents selon le poisson que l'on pêchait. Pour une muge, les dents étaient un peu écartées. Pour une anguille verte, il fallait des dents plus serrées. Et puis, il y avait aussi la larbe qui se prenait, la plie. Et ce poisson, une fouine qui avait les dents trop serrées ne pouvait pas le capturer parce qu'il y avait trop d'épaisseur à traverser sur une grande largeur, puisque c'est un poisson qui est quasiment rond. Et souvent, il était enfoncé dans la vase sous le choc. Et quand on voulait le sortir, eh bien, il tombait, il se déclouait. Donc l'idéal, c'était une fouine à 2 dents, avec de gros ardillons, et c'était cloué. Dès qu'une larbe se déplaçait, le pêcheur, le bateau avançait, regardait où elle allait s'arrêter, et avec ses nageoires du bord, elle soulevait un peu de vase pour se recouvrir, et on voyait juste à l'emplacement des 2 yeux. Et c'était là, à l'arrière des 2 yeux, qu'elles étaient clouées. Il se clouait aussi des dorades, mais pas de grosses dorades, des blanquettes. Là, il fallait être un artiste, hein, parce que les dorades, il fallait les clouer par travers. Et je me souviens, quand mon père et Albin Balocchi, avec qui ils étaient plus ou moins associés, collègues de pêche, partaient, mon père, avec le tire-point, affûtait le dent des fichouires. Il les affûtait pour qu'elle soit aiguë, pour qu'elle percute bien, qu'elle traverse le poisson. Alors, dans les poissons pêchés dans le Bolmont, hein, vous en avez entendu citer quelques-uns, il y avait bien sûr des variétés de muges, le muge testu, la gaute rousse, le pointu. Alors certains étaient plus présents que d'autres. Il y avait l'anguille verte, la luisante, et il y avait la fine, qui est une très grosse anguille qui peut atteindre le diamètre d'un manche de perle. Hein, et c'est celle-là que nos mères faisaient cuire pour le réveillon de Noël. Le réveillon de Noël, hein, on mangeait le pougao, cette grosse anguille que l'on commandait aux pêcheurs, à M. Mistral, à M. Delena, M. Rampeau, hein, qui ont été vraiment les derniers pêcheurs professionnels du port du Pin. Et je dois vous dire que lorsque on rentre dans la tradition provençale, sur le gros souper de Noël, l'anguille et la lamproie sont 2 poissons qui sont interdits pour le réveillon parce qu'ils n'ont pas d'écailles. Donc, nos pauvres Châteauneuvais, pendant des décennies, ont mangé des anguilles pour le gros souper. Ils ont vécu dans le péché. C'est quelque chose. Hein. Voilà. Mais c'était vachement bon, comme on dit. Hein. Voilà. Alors les muges, les anguilles, les larbes, quelques soles, et puis les favouilles, les crabes, les favouilles, dont on recherchait les femelles qui avaient le tablier arrondi, parce que souvent, fois, à une période, elles avaient les œufs sous le tablier. Voilà, et alors ces favouilles, c'était excellent dans le riz de favouille. Je m'en souviens encore du goût. Et puis il y avait les moules farcies, ces grosses moules que l'on faisait dans le Bolmont, mais proches de la Passe. Elles étaient beaucoup plus grosses que celles du canal. Et ces moules-là, nos mères les farcissaient et puis elles les attachaient, je me rappelle, avec un fil à coudre. Et c'était un bonheur en bouche. On mangeait aussi la bouillabaisse de muge, coupée en taillons, et on mangeait la bouillabaisse d'anguille.
la bouillabaisse d'anguille verte qui, lorsqu'elle était cuite, il suffisait avec la fourchette de la tenir par la queue, de passer deux dents de fourchette entre l'arête et de tirer, et on avait les deux filets à consommer parce que les arêtes des anguilles sont très solides, un peu comme le serpent, hein, elles ne se cassent pas comme une arête de muge. Voilà ce que les Châteauneufais consommaient, et puis après, quand avec le canal, eh bien, il se pêchait le gobi, le moulet, qui se pêchait avec la ratière. La ratière était un tout petit jambin en grillage dans lequel on ouvrait 6 moules qu'on était venu faire contre les piliers des embarcadères des cabanes de pêcheurs. Là, on mettait 6 moules dedans, il y avait une corde qui l'attachait, on envoyait ça dans le versant du canal. Quand on avait calé 10 ratières, on revenait tirer, et dedans il y avait 3, 4, 5, 6 gobies, hein, que l'on gardait dans un seau, et dans la matinée on faisait facilement un demi-seau de gobies que nos mères les plus beaux, les plus gros faisaient frire, et les autres les convertissaient en soupe de poisson. Voilà, c'était ça la vie d'avant. De tout temps, il s'est fait des battues sur les temps de Bolmont. Dans les temps les plus anciens, c'est-à-dire fin du 19e siècle, il se faisait des battues à la foulque macroule, hein, qu'on l'on nommait fauque ou macreuse, mais ce n'est pas son vrai nom. Le vrai nom, c'est la foulque macroule. Cette poule d'eau noire avec le bec blanc et les pattes toilées. Et donc ces oiseaux venaient par milliers sur les temps de Bolmont consommer les graines d'une plante marine qui pousse en eau saumâtre. Et quand il y avait cette nourriture-là, eh bien, dans l'hiver, ou disons à la fin de l'automne, eh bien, les macreuses venaient par milliers sur l'étang. Et là, les sociétés de chasse de Marignane et de Châteauneuf fusionnaient et faisaient la battue. Mais dans les temps les plus anciens, ces battues se faisaient, mais il y avait très peu de Châteauneufais et de Marignanais qui tiraient. Parce que les cartouches, ça coûtait cher. Il fallait se les faire souvent de fois. Et les bateaux des pêcheurs étaient loués. On louait le rameur et le bateau. Et là, c'était les gens aisés, les industriels marseillais, souvent de fois, qui venaient, hein, les huileries, les tuileries, les savonneries. Il faut savoir qu'au XIXe siècle, il y avait 90 usines de savonnerie à Marseille. Donc ces gens-là venaient et louaient. Et ils arrivaient quand même à faire des battues avec 80 bateaux. Et c'est le propriétaire du bateau qui ramait, il y avait le tireur et celui qui chargeait, qui lui faisait passer, et il se tuait comme ça, quelquefois, quelques milliers de macreuses dans la matinée. Il ne fallait pas qu'il y ait un brin d'air, bien sûr. Voilà. Après, ce sont les sociétés de chasse de Châteauneuf et Marignane, comme j'ai dit, et qui fusionnaient et qui décidaient de faire à la battue. Alors cette battue, on ne disait pas toujours la battue. Les vieux disaient la cuccia. Dimanche, il y a la cuccia. La cuccia, c'est la poursuite. Quand des chiens poursuivent un lapin dans les collines, ils couchent. La couche, c'est la poursuite. Et donc là, il fallait aller se faire inscrire au cabanon de l'Esteu, le port de Marignane, et on remettait un fanion numéroté pour le bateau, qui était attaché au bateau. Et quand la battue commençait, tous les bateaux se classaient dans l'ordre en fonction de leur numéro. Et ils formaient l'anglade. L'anglade, c'est un mot provençal qui signifie l'angle formé par des bateaux sur l'eau. C'est-à-dire que le côté de la digue et le côté du jail avançaient en premier et ça formait un angle. Et à ce moment-là, quand ils étaient vers le milieu de l'étang,
tout se faisait à rame. Quand ils étaient vers le milieu de l'étang, les macreuses commençaient à se soulever. Celles qui avaient déjà vécu une battue et qui l'avaient échappé belle, les vieilles, comme on disait, celles-là, elles commençaient à monter, à tourner, et elles montaient à plus de 100 mètres de haut, et elles passaient sur le bateau, elles étaient tirées d'affaire. Mais toutes les jeunes qui ne savaient pas, elles le levaient à 30 mètres de haut, et elles passaient sur les bateaux. Et là, c'était un bruit de fusillade. Il ne fallait jamais embarquer sur un bateau avec moins de 80 cartouches. Et souvent de fois, il y avait l'armurier sur l'eau qui vendait les cartouches. Mais ça, c'est parmi les dernières battues. Et on ne ramassait pas le gibier. Il y avait des bateaux ramasseurs. Et après, ça a été des bateaux à moteur et qui faisaient le ramassage. Voilà. Donc, dans ces battues, après, ils montaient jusque vers à la hauteur de la passe, là, derrière nous, l'Anglade. Et puis, ils tournaient, ils repartaient dans ce qu'on disait le cul. Le cul, ça signifie le fond de l'étang côté Marignane. Il y avait la seconde Anglade qui se faisait. Les macreuses qui s'étaient tirées d'affaire étaient allées se reposer. On les reprenait encore une fois. Et après, les bateaux allaient à l'Esteu. Et là, ils se déballaient. Les macreuses, ça faisait un grand tas. Elles étaient comptées. On divisait par le nombre de chasseurs. Il y avait une part pour chaque chasseur, plus une part pour le bateau. Voilà. Et il y avait aussi, bien sûr, des parts qui étaient faites pour tous ceux qui étaient les élus, pour l'hospice de Marignane, pour monsieur le curé. Et d'ailleurs, une petite anecdote comique. Une année, en ce temps-là, il n'y avait pas de congélateur ni de glacier, et il fallait manger les macreuses qui commençaient un peu à se faisander, et il y avait ce gros souper de Noël. Et c'était du gibier, ça. Alors, monsieur le curé de Marignane, en chair, dit que l'on pouvait, pour le gros souper, manger ces oiseaux de mer qui finalement sont des oiseaux qui vivent sur l'eau, qui mangent des poissons. Donc la chair, elle est faite un peu avec du poisson et c'est pas un péché de les consommer. Et comme ça, le péché était fait et seulement les Marignanais et monsieur le curé se remplissaient l'estomac. Et ça avait une importance. L'étang de Bolmont a été le ventre nourricier. Il y a une chose dont je n'ai pas parlé, c'est qu'avant de cultiver de l'asperge et de la vigne sur le Jaille, les seigneurs de Châteauneuf ont fait cultiver de la garance. Car il faut savoir que la garance tinctoriale, cette plante rampante dont on pioche la racine, que l'on fait sécher, que l'on broie dans des moulins pour en faire une teinture. Cette poudre de racine de garance contient l'alizarine. L'alizarine qui fixe le rouge, et notamment le rouge des pantalons des soldats français à la guerre de 70 et au début de la guerre de 14. C'est l'alizarine. Et donc cette garance est arrivée au XVIIIe siècle en Provence, par un personnage qui venait d'Arménie, Jean Alten. Il s'est installé dans le Vaucluse. Et le seigneur de Cêtre-Caumont, François-Xavier de Cêtre-Caumont, seigneur de Caumont-sur-Durance, seigneur de Châteauneuf-les-Martigues, a sponsorisé Jean Alten pour qu'il développe la culture de la garance sur les rives de la Durance qui étaient assez sablonneuses et que c'était pas très pénible de piocher pour en sortir la racine. Et donc à Châteauneuf, nous avons le quartier des Garances et la garance était cultivée sur le Jaille avant la vigne et l'asperge. Cette culture durera jusqu'à l'apparition des teintures chimiques. À partir de là, c'est terminé, on n'a pu cultiver de la garance. Jean-Claude, est-ce que tu connais l'origine du mot Jaille? Pour moi, l'origine du mot Jaille,
vient de la langue provençale, hein, étant donné que c'était la langue parlée dans les temps anciens chez nous. Donc j'ai cherché dans les dictionnaires de langue provençale un mot qui pourrait nous rappeler ce nom de jaille. Mais je n'ai pas trouvé, parce que tout ce qui est passage à gué, eh bien, c'est des gaz ou des gaffes en provençal. Mais par contre, lorsqu'on regarde le jaille, ce long cordon dunaire sur un peu plus de 5 km qui part de la Palunette jusqu'à proche de l'étang de Veynes, il est là étendu comme un gisant. Et ce bandeau de sable, il est là entre deux plans d'eau, Berre et Bolmont, et pour moi, il gît. Il gît du verbe gésir. Et le verbe gésir en provençal, c'est le verbe jaire. Et ce verbe jaire, quand on le conjugue au présent, eh bien, il donne, première personne, jazz, deuxième, jazzes, et la troisième, jai. Jazzen, jazzes, jazzum. Le jai, jai. Le jai, gît. Il gît comme un gisant allongé là entre ces deux plans d'eau. Pour moi, l'origine du nom de jaille vient du verbe gésir français, le verbe jaire en provençal, hein, et jazz, jazzes, jai, jazzen, jazzes, jazzum. Le jai, jai, le jai, gît. Voilà ce que je peux te donner comme explication. C'est la mienne, c'est peut-être pas ça du tout, mais ma foi, voilà, moi, elle me plaît bien. Et on notera qu'il y a deux façons de l'écrire, le mot jaille. Oui, oui. Le jaille s'est écrit de trois façons. Il s'est écrit J-A-I-L, il s'est écrit J-A-Y, et maintenant on l'écrit J-A-I avec un tréma. Mais on le prononce toujours de la même façon, on prononce toujours jaille. Par contre, alors, il y a une faute sur le tréma de jaille. Il ne faut absolument pas de tréma sur le mot jaille. On a mis un tréma pour que les gens qui ne savent pas lire la langue provençale ne savent pas que aïe, ça fait aïe et ça ne fait pas eh. Donc, on y a mis un tréma. Hein, mais sinon, voilà, c'est exemple, le garagaï, hein, eh bien, on y a flanqué un tréma, Lucassaire, on y flanque un tréma, mais aïe, ça ne fait pas eh, ça fait aïe en provençal. Voilà. Le château de la Bourdigue où nous nous trouvons de son emplacement, c'était important pour toi? Il est vrai que le château de la Bourdigue, lorsque se trouvait sur les hauteurs de Châteauneuf et qu'on regardait l'étang, la plage, l'œil se portait de suite sur le château. C'était le repère, ce château. Ça attirait, franchement, ça attirait l'œil. Hein. Et ce château qui avait un style médiéval, mais qui n'était pas du tout de l'époque, avait été construit par des maçons rocailleurs qui reproduisaient des styles anciens et baroques. Voilà, il avait été construit avec beaucoup de sable et guère d'eau chaude, donc il s'est assez vite abîmé et il a été construit entre 1860 et 1870. Je pense plus proche de 1870, et c'était un pavillon de chasse et l'habitation du personnage qui gérait la Bourdigue et la pêcherie de la Bourdigue. Eh bien, nous nous trouvons sur la digue qui sépare l'étang de Bolmont du canal. Et exactement au pont dit de la Passe.
dès que ce pont de la Passe a été exécuté, bien sûr, les Châteauneuvais ont vite compris que cela pouvait devenir une sensationnelle pêcherie. Donc on a installé ce portique avec cette grille, un treuil. Et lorsque les eaux du canal se trouvaient, selon des mouvements de marée, plus hautes que l'étang de Bolmont, les eaux du canal, fraîches, rentraient dans le Bolmont. Et au mois de juillet, août et septembre, eh bien, les Châteauneuvais venaient là, à ce pont, pêcher les muges qui venaient à l'eau fraîche. Donc, au départ, pour pouvoir capturer ces muges, ils avaient conçu un filet fait de 2 barres, de 2 partégons qui posaient à plat sur le pont, avec un filet au milieu qui faisait une paroi, et les 2 pêcheurs, chacun se mettait d'un côté à la position où je suis, et sans bouger, sans faire de geste, il pouvait rester comme ça, une demi-heure, des fois plus, à regarder les muges qui montaient jusqu'à l'ombre du pont et puis qui se donnaient peur, qui repartaient, et puis finalement, ils finissaient, comme on dit, par enriguer, c'est-à-dire passer sous le pont, et à ce moment-là, les 2 pêcheurs saisissaient chacun sa barre et obstruaient le chenal en amarrant la barre au pilier et à une corde qu'il y avait là-dessous. Et ensuite, eh bien, ils descendaient dessous le pont, dans le chenal de la Passe, pour récupérer les muges qu'il fallait clouer avec une fichouère. Et quelquefois, les filets avaient une sorte de balcon pour les muges qui sautaient et qui se prenaient dans ce qu'on appelait la sautade. Et puis après, ce filet a évolué. Au milieu, il a eu une queue de filet avec des cerceaux et les poissons remontaient dans les méjans et les pantaines pour aller se faire prisonniers dans la queue du filet. Mais quelquefois, ces filets, ils avaient été faits avec des vieux filets en coton de récupération et les plus beaux muges, dans leur élan, trouaient le filet, passaient à travers et repartaient dans l'étang. Voilà, et il y a eu donc pas mal d'anecdotes et d'aventures. Ensuite, il y a eu un autre filet beaucoup plus performant. C'est-à-dire, ce filet n'avait plus de barre, on le fixait à des blocs sur la digue, là-bas à quelques mètres, il venait passer tout empaqué en indien, là, sur le bord du pont, et il descendait là derrière moi, sur la digue. Le haut du filet était attaché par 3 bouts. Quand je dis bout, c'est par 3 ficelles ou 3 cordes. En termes marines, on parle de bout, étant donné que sur un bateau, la seule corde qu'il y a, c'est la corde de la cloche. Donc 3 bouts maintenaient le haut du filet, et quand le poisson montait, comme on dit, rentrait sous le pont, on prenait la ligne de plomb et on lançait. Ce filet décrivait un arc de cercle, tombait dans le chenal, à peu près à 1,50 m à 2 mètres devant l'ombre portée du pont, et on prenait beaucoup plus de poissons parce que ceux qui n'étaient pas rentrés complètement, eh bien, se faisaient pêcher quand même. Pour la pêche de nuit, on mettait des pierres blanches à l'apic du pont, au fond du chenal, et quand les muges montaient, eh bien, ça faisait des traces noires sur les pierres, et on arrivait à voir plus ou moins le nombre de poissons qui étaient montés, si ça valait la peine d'envoyer le filet ou pas. Et quand dans le mois de septembre, il y avait les dorades, les blanquettes, eh bien, elles montaient sous le pont et elles venaient à la cascade de la grille. La différence de niveau qui se faisait entre l'étang de Berre et l'étang de Bolmont, il y avait une cascade. Et les museaux des dorades, des blanquettes, qui se déplaçaient de droite à gauche le long de la grille, on arrivait à les deviner, à les voir. Et quand on voyait un grand nombre de museaux, eh bien, on envoyait le filet, et après, dans le chenal, sous le pont,
avec la lampe électrique, eh bien, on récupérait tout ce beau monde, hein, on récupérait les blanquettes. Dans le mois de septembre, c'était le moment où les cabassons, le petit mange-tout, la friture, sortaient de l'étang pour rejoindre le canal. Et alors là, eh bien, on mettait un filet qu'on appelait l'ugangui, hein, un filet à 2 bras qui était fixé à la grille avec sa queue qui partait en direction du canal, et si le courant était rentrant, à la queue on attachait un bout et on envoyait une ancre dans le versant du canal pour éviter que si le courant changeait, le filet vienne se ramasser tout contre la grille. Et comme ça, quand les cabassons décidaient de sortir, eh bien, tant qu'il y avait du soleil, eh bien, ils sortaient. Dès que le soleil se couchait, tout ce beau monde disparaissait. Et il est vrai que ça se pêchait par centaines de kilos, mais ce n'était pas tous les jours. Bien, comme tout a une fin, j'ai terminé de vous raconter cette épopée du Bolmont et de la pêche dans le Bolmont, le canal du Rove. Et je dois dire que la ville de Châteauneuf-les-Martigues a été dédommagée pour les terrains qu'elle a perdus, cette surface qu'elle a perdue de canal et de remblaiement dans tout le quartier de Barlatier. La ville de Châteauneuf a touché à l'époque 70 000 francs, ce qui a fait faire une remarque à l'ingénieur en chef qui a dit que ça faisait beaucoup trop. Eh bien, mesdames et messieurs, ce documentaire est terminé, et oui, tout a une fin. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous ai parlé de la pêche en un temps sur le Bolmont, une pêche plus récente, plus proche de nous. Voilà, un grand merci à vous d'avoir eu la patience de m'écouter.